Les clients n'achètent pas de béton à une fille. Mon père m'a chuchoté ces mots exacts au moment même où il m'arrachait le contrat de 50 millions de dollars des mains. Il se fichait bien que j'ai passé 2 ans à négocier cet accord pour sauver notre entreprise familiale de la faillite. Il s'est simplement tourné vers les investisseurs et a annoncé que mon frère Robert, qui était en train de se remettre d'une gueule de bois carabiné, serait le nouveau PDG. Robert a pris le stylo, a signé le document sur mon travail et a souri comme s'il l'avait mérité. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai fixé mon père pendant exactement 3 secondes. J'ai hoché la tête une fois et je suis sorti de la pièce. Il a cru que je partais vaincu. Il ne savait pas que je filais droit à mon bureau pour activer le coupe-circuit. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur signature en arrêt de mort, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire ira. Je ne suis pas allée aux toilettes pour pleurer. Je n'ai pas appelé ma meilleure amie pour me confier. J'ai traversé le couloir jusqu'à mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assise dans le fauteuil ergonomique que j'avais acheté avec mon argent de poche, car mon père prétendait que le budget de l'entreprise était trop serré pour du mobilier de bureau. Il pensait m'avoir remise à ma place. Il pensait que j'allais prendre un carton avec mon agrafeuse et quelques cadres photos et disparaître dans la nuit, une autre victime de son ego, mais il avait oublié qui j'étais vraiment. Je m'appelle Aurora. J'ai 29 ans et, depuis 5 ans, je suis le moteur invisible qui fait tourner cette entreprise. Mon titre était responsable des opérations. Mais en réalité, j'étais la PDG de l'ombre. Je négociais les contrats. Je gérais l'équipe de 90 personnes. Je résolvais les problèmes réglementaires engendrés par mon père et je redressais la situation financière catastrophique laissée par mon frère. Et pour ce privilège, j'étais payé 82 000 $ par an. Dans le secteur de la construction à Seattle, pour le niveau de travail que j'effectuais, c'est moins de la moitié du salaire du marché. Je le savais. Mon père le savait. Mais chaque fois que je demandais une augmentation, il me sortait le même discours éculé sur le sacrifice et la construction d'un héritage. Il me disait qu'on se serrait tous la ceinture. Mais Robert ne se serrait la ceinture de rien. Mon frère a 26 ans. Il a échoué 2 fois à son école de commerce. Sa principale contribution à l'entreprise ? Emmener des clients dans des clubs de striptease et faire passer ça pour du conseil. Et pourtant, je savais pertinemment que son salaire de départ, ce matin même, était de 250 000 $ par an, plus des frais illimités, plus une voiture de fonction qui coûtait plus cher que toutes mes études supérieures. Je le savais parce que je m'occupais de la paie. Je voyais les chiffres toutes les 2 semaines. J'ai ravalé ma salive et je me suis dit que c'était temporaire, que mon père finirait bien par voir qui travaillait vraiment. Mais le vrai coup de poignard, ce n'était pas le salaire. C'était ce qui s'était passé le mois dernier. J'avais postulé pour un modeste appartement d'une chambre en ville, plus près du bureau, pour pouvoir faire les 80 heures hebdomadaires que mon père exigeait. Ma candidature a été refusée. L'agent immobilier m'a dit que mon taux d'endettement était trop élevé. J'avais encore 60 000 $ de prêts étudiants. Des prêts que mon père avait promis de rembourser avec ma prime d'embauche, 5 ans plus tôt. Il n'a jamais déboursé un centime. Il parlait toujours de 3/4. Chérie, la trésorerie, c'est compliqué, disait-il. 2 jours après avoir reçu ma lettre de refus, j'ai vu un virement de 400 000 $ sur notre compte d'exploitation. C'était l'achat au comptant d'un appartement de luxe en centre-ville. L'acte de propriété était au nom de Robert. Mon père avait acheté un Pantouse à mon frère incompétent avec l'argent de la société, alors que je me faisais refuser une location à cause de dettes qu'il avait promis de couvrir. C'est à ce moment-là que l'illusion s'est brisée. Ce n'était pas une question de trésorerie. Ce n'était pas une question d'héritage. C'était une question de hiérarchie que je ne pourrais jamais gravir parce que j'étais née du mauvais sexe. Assise à mon bureau, je contemplais les 2 écrans qui brillaient devant moi. Pour mon père, ce n'était qu'un poste de travail pour son assistante. Pour moi, c'était le cockpit de tout un empire. J'avais accès à tout, les comptes bancaires, le logiciel de gestion de projet, les contrats fournisseurs et les portails des organismes d'agrément. Il ne m'avait pas licencié. Il ne m'avait pas retiré mes accès. Il s'attendait à ce que je reste pour réparer les dégâts que Robert s'apprêtait à causer. J'ai posé la main sur la souris. Je n'allais pas simplement réparer les dégâts. J'allais tout détruire. Une photo était posée sur le coin de mon bureau,
cachée derrière mes 2 écrans, hors de la vue des clients. Elle avait été prise il y a 19 ans. J'avais 10 ans, un casque en plastique trop grand sur la tête, et je me tenais à côté de mon père sur un chantier. Il avait la main sur mon épaule et me montrait des plans étalés sur une scie circulaire. Pendant des années, j'ai regardé cette photo et j'y ai vu de l'amour. J'y ai vu un père transmettre le métier familial à sa fille. J'y ai vu un héritage se perpétuer. Mais aujourd'hui, assise là, avec le bourdonnement de la salle des serveurs qui vibrait sous le plancher, j'ai enfin compris la vérité. Je me suis souvenu de ce jour avec une précision saisissante. Ce n'était pas une journée, emmène ta fille au travail. C'était une journée de gestion de crise. Robert, qui avait 7 ans à l'époque, avait piqué une crise et perdu des permis essentiels dans la boue. Mon père m'avait emmené, non pas pour que j'apprenne, mais pour organiser. Il m'avait tendu les plans et m'avait dit « Aura, regarde ces lignes. Tu vois où se trouve le mur porteur ?»« Oui, papa, avais-je répondu, gonflé de fierté. « Bien, avait-il répliqué d'une voix grave. Tu dois apprendre ça. Tu dois tout apprendre sur le bout des doigts. Parce que Robert a la vision. Il a l'étincelle. Mais il néglige les détails. Tu dois être ses yeux. Aurora. Tu dois apprendre ça pour pouvoir le rattraper quand il tombe. » Il ne formait pas une PDG. Il formait un filet de sécurité. Il a passé 20 ans à aiguiser mon esprit, à perfectionner mes compétences et à renforcer ma détermination. Non pas pour que je puisse diriger, mais pour que je puisse servir d'éternelle doublure à un frère qui n'a jamais pris la peine d'apprendre les ficelles du métier. J'étais l'assurance contre l'incompétence de Robert. J'ai ramassé le cadre. Le verre était froid dans ma paume. Je ne l'ai pas cassé. Ça aurait été compliqué. J'ai simplement ouvert le tiroir du bas de mon bureau, celui où je rangeais les piles usagées et les vieilles agrafes, et je l'y ai déposé. Le bruit sourd était définitif. Je me suis retourné vers mon écran. Il était temps de démissionner. Mais une lettre de démission n'est qu'un bout de papier. Dans le bâtiment, le pouvoir ne se mesure pas au titre. Il se mesure aux licences. J'ai ouvert un nouvel onglet dans mon navigateur et je me suis rendu sur le portail de l'organisme d'agrément des entrepreneurs de l'État. Pas besoin de pirater quoi que ce soit. Pas besoin de deviner un mot de passe. C'était mon identifiant. Voyez-vous, mon père est propriétaire de l'entreprise, mais il ne possède pas la licence. Il l'a perdue il y a 10 ans après une conduite en état d'ivresse. Robert n'a jamais réussi les examens. Depuis 5 ans, l'existence légale de cette entreprise valant des millions de dollars repose entièrement sur une seule chose. Mon nom, inscrit comme personne qualifiée sur la caution. Sans moi, ce ne sont pas une entreprise de construction. Juste 2 types avec plein de camions hors de prix qu'ils n'ont pas le droit de conduire. J'ai cliqué sur l'onglet « Gérer la licence ». L'écran affichait notre statut, actif et en règle. J'ai déplacé le curseur sur le bouton « Dissocier la personne qualifiée ». Mon doigt a hésité. Si je cliquais maintenant, la notification serait envoyée immédiatement. Il recevrait un courriel. La caution serait suspendue sous 48 heures. Ça sèmerait la pagaille, certes, mais ça leur donnerait le temps de se débrouiller. Peut-être trouver une solution de contournement douteuse ou payer un consultant pour louer une licence. Non, il fallait que ça leur fasse mal. J'ai consulté le calendrier numérique. La signature du refinancement, la réunion avec la banque censée garantir le financement du nouveau projet de Robert, était prévue dans exactement 2 semaines. J'ai cliqué sur le menu déroulant « Date d'effet ». J'ai fait défiler la date. J'ai sélectionné le matin de la signature. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'écran s'est actualisé. Révocation en cours. C'était fait. Je n'avais pas abandonné. J'avais programmé une bombe à retardement enfouie profondément dans les fondations de leur empire. Et le mieux, c'est qu'ils ne l'entendraient pas tic-tac avant que l'immeuble ne s'effondre sur eux. Je suis sorti du bâtiment avec pour seul bagage mon manteau et mes clés de voiture. Je n'ai emporté aucune affaire personnelle. Je n'ai pas dit au revoir à la réceptionniste. J'ai laissé mon badge d'accès sur le bureau, juste à côté du cadre photo vide. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. 17 appels de mon père, 12 de Robert, une avalanche de SMS,
allant de la question de savoir où j'étais passé à l'injonction d'arrêter mon cinéma et de retourner au travail. Je ne les ai pas bloqués. Je les ai simplement mis en sourdine. Je voulais voir leur désespoir monter en flèche. J'ai passé ces 2 semaines assise sur mon canapé dans mon studio, à boire du thé et à regarder la fin du monde sur un écran de 25 centimètres. Vous voyez, en partant, j'ai oublié de rendre l'iPad professionnel que j'utilisais pour la gestion à distance des sites. C'était inscrit sur la liste des actifs, mais je connaissais Robert. Il était trop paresseux pour faire un inventaire. Il était trop occupé à mesurer les rideaux de son nouveau bureau d'angle pour se soucier de la sécurité informatique. J'ai donc assisté en direct à l'effondrement. Mardi matin, j'ai vu le portail de gestion de projet se mettre à jour en temps réel. C'était la date limite pour soumettre l'offre Skyline. Assis là, le cœur battant lentement mais sûrement, je regardais Robert se connecter. Il a téléchargé les documents de proposition que j'avais préparés des semaines auparavant. Il a joint les feuilles de budget. Il a joint les rendus architecturaux. Puis une bannière d'alerte rouge a clignoté sur l'écran, l'avertissant que le rapport d'impact environnemental obligatoire de l'EPA était manquant. J'ai retenu mon souffle. Je n'avais pas supprimé le rapport. Je ne l'avais simplement pas encore déposé. C'était un document complexe de 200 pages qui nécessitait la signature manuscrite d'un agent certifié. Il se trouvait dans un dossier sur mon bureau intitulé « En attente ». Robert a marqué une pause. Je pouvais presque l'imaginer dans son bureau, levant les yeux au ciel, agacé que le logiciel le ralentisse. Il n'a pas appelé le consultant environnemental. Il n'a pas consulté mes dossiers. Il a déplacé son curseur sur le bouton de dérogation pour classer le dossier comme en attente ou demander une exemption. Il a cliqué. Soumission terminée. J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas retenir. Il venait de soumettre une offre pour un projet fédéral avec une demande de dérogation à une loi environnementale obligatoire. Dès que l'auditeur de la banque verrait cela, le projet ne serait pas simplement rejeté. L'entreprise serait signalée pour un contrôle de conformité. Il venait de s'aventurer les yeux bandés en terrain miné. Mais je n'en avais pas fini. Il me fallait plus que de l'incompétence. Il me fallait un crime. J'ai changé d'application pour accéder au portail bancaire. J'avais un accès en lecture seule au compte de tirage pour la construction. Ce sont des prêts spécifiques accordés par la banque exclusivement pour l'achat de matériaux comme l'acier, le béton et le verre. Le détournement de ces fonds n'est pas seulement un détournement de fonds. C'est une fraude aux prêts fédéraux. J'ai parcouru le grand livre du mois dernier. Et là, il était là. Un virement bancaire de 50 000 $. Le bénéficiaire n'était pas un fournisseur d'acier. Ce n'était pas un fournisseur de béton. Il s'agissait d'une société appelée Blue Chip Consulting Service, basée à Las Vegas, dans le Nevada. Ce nom m'était familier. Je l'avais vu sur les relevés de cartes de crédit de Robert il y a des années, lorsque je m'occupais de ses dettes. Ce n'était pas un cabinet de conseil, mais une société écran pour un gérant de casino de luxe qui recouvrait les créances de jeu. 2 jours plus tard, un autre virement, 20 000 $ à Prestige Import. Mon père avait acheté une voiture de fonction à Robert avec l'argent d'un emprunt contracté pour la construction d'un hôpital. Je n'étais plus en colère. J'étais froide. J'étais déterminée. J'ai téléchargé les relevés. J'ai surligné les virements. J'ai dressé un registre irréfutable qui établissait un lien direct et indéniable entre l'argent du prêt bancaire et les vices de Robert. J'ai imprimé. L'imprimante sur le plan de travail de ma cuisine s'est mise en marche. Les pages sont sorties chaudes et nettes. Ce n'était pas simplement un moyen de pression. C'était un crime. J'ai empilé les papiers soigneusement. Le piège était tendu. Les preuves étaient en sécurité. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'ils entrent dans la pièce où ils pensaient être sauvés. 30 jours. C'est exactement le temps qu'il fallut pour que le silence soit rompu. Pendant les 4 premières semaines, j'ai assisté, impuissante, à l'effondrement de ma vie d'avant. J'ai vu le statut du projet Skyline passer de « en attente » à « au point mort ». La notification que j'attendais est finalement apparue sur le tableau de bord du projet. Le financement était suspendu pour non-conformité réglementaire. La banque avait gelé leur principale ligne de crédit. Sans ce rapport de l'EPA, les garanties de prêt fédéral ne valaient rien.
Mon père ne pouvait plus acheter d'acier. Il ne pouvait plus payer les syndicats. Il perdait 50 000 $ par jour. Je m'attendais à un appel à l'aide. Je m'attendais à voir Robert débarquer chez moi, paniqué et en sueur, me demandant où était le dossier, mais rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de cela, un jeudi soir, mon téléphone a vibré. C'était un message vocal de mon père. Assise sur mon balcon, je regardais la pluie de Seattle ruisseler contre la vitre et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix n'était pas désespérée. Elle était triomphante. C'était la voix d'un homme qui avait tout misé et qui pensait avoir décroché le jackpot. « Aura », dit-il d'un ton condescendant. « Je t'appelle juste pour te dire qu'on n'a plus besoin de toi. Tu croyais vraiment qu'un petit problème administratif nous arrêterait ? Tu te croyais indispensable ?» Il laissa échapper un rire sec et arrogant. « J'ai réglé le problème. J'ai trouvé un nouveau prêteur, un fonds d'investissement qui, lui, comprend la vision. On refinance toute la dette demain matin. Robert signe l'accord à 9 heures. Tu ne vaux rien, ma belle. Tu es déjà dépassée. » Je raccrochai. Il n'avait rien réglé. Il avait trouvé un prêteur privé. Je savais exactement de quel genre il s'agissait. Ce n'étaient pas des banques traditionnelles qui se souciaient du respect des normes environnementales ou de la viabilité à long terme. C'étaient des requins prédateurs qui examinaient la valeur des actifs, le matériel, le terrain, les créances, et proposaient du liquide rapidement à des taux d'intérêt exorbitants. Ils se fichaient que le projet échoue. En fait, ils y gagnaient même généralement plus d'argent, car ils pouvaient saisir immédiatement les garanties. Mon père était tellement désespéré de prouver qu'il n'avait pas besoin de moi qu'il venait de mettre en gage toute l'entreprise, et probablement tous ses biens personnels, auprès d'un requin solitaire en costume. Il pensait avoir trouvé une bouée de sauvetage. Il ne réalisait pas qu'il venait de compromettre sérieusement son propre avenir. J'ai siroté mon thé, déverrouillé mon téléphone et ne l'ai pas rappelé. J'ai ouvert mon agenda. Demain, vendredi 15, 9 heures. Une seule entrée, pas de réunion, pas de rappel, juste une tâche automatique programmée le jour de mon départ. Révocation immédiate de la caution. Mon père s'apprêtait à entrer dans une salle de signature pour signer un accord qui dépendait de l'obtention de la licence et de la caution pour l'entreprise. Dès qu'il prendrait le stylo, l'ordre des avocats recevrait mon retrait officiel en tant que personne qualifiée. La caution disparaîtrait. La licence serait suspendue. Il n'irait pas à la signature. Il fonçait droit dans le piège qu'il avait lui-même tendu par son arrogance. J'ai fermé l'application et j'ai dormi profondément pour la première fois depuis un mois. La salle de conférence de la banque était silencieuse, hormis le crissement du stylo de Robert qui s'exerçait à signer. Il avait tout du jeune magnate en costume 3 pièces, cheveux gominés, l'allure d'un jeune homme prêt à conclure l'affaire du siècle. Mon père, affalé dans un fauteuil en cuir à côté de lui, arborait le calme suffisant d'un homme persuadé d'avoir dupé la réalité. De l'autre côté de la table, les prêteurs sur gage, costumes à fines rayures et sourires carnassiers, semblaient des requins à l'affût du moindre sou. « À 9h50, messieurs », annonça le notaire en sortant son tampon. « Commençons. » Mon père ajusta sa cravate. « Allons-y. Nous avons une entreprise à développer. » Robert prit les documents de prêt. Soudain, la lourde porte en chêne s'ouvrit. Ce n'était pas le directeur de la banque qui venait le féliciter. C'était Monsieur Henderson, le responsable de la gestion des risques de la banque. Pas de champagne, pas de poignée de main. Juste une simple feuille de papier thermique à la main. Il ne s'assit pas. Il se tenait debout en bout de table, le visage impassible. « Arrêtez », dit Henderson d'une voix calme, mais suffisamment forte pour figer la main de Robert en plein vol. Le sourire de mon père se figea. « Y a-t-il un problème ? Nous avons des délais à respecter. L'affaire est morte. »« Dylan, » répondit Henderson. « Nous ne pouvons pas financer ce prêt. » Mon père se leva brusquement, le visage rouge de colère. « C'est absurde. Nous avons une lettre d'intention. Nous avons des garanties. Vous ne pouvez pas vous rétracter maintenant. » Nous ne nous sommes pas rétractés. Henderson a dit que vous étiez en défaut de paiement. Il fit glisser les faits sur la table. Ce matin, à 9 heures, nous avons reçu un avis de l'organisme d'agrément de l'État. Votre cautionnement minable a été révoqué.
Mon père fixa le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Révoqué? Impossible. Nous avons payé la prime. Ce n'est pas pour non-paiement que la licence a été révoquée, corrigea Henderson. Elle a été révoquée parce que la personne habilitée s'est désolidarisée de votre licence. Robert cligna des yeux. Personne habilitée? Qui est-ce? Henderson ne marqua même pas une pause. C'est Aurora. Le silence qui suivit était lourd de sens. Il était pesant, comme si la pièce elle-même les étouffait d'arrogance. Mon père avait toujours cru que posséder, c'était avoir le pouvoir. Nom sur la porte, chaise à table, voix forte, signature d'échec. Il avait oublié ce qui comptait vraiment dans ce secteur, le droit d'exister. Je ne possédais pas les parts, mais j'avais l'agrément qui garantissait la légalité de leur activité. Et quand je suis parti, j'ai emporté le poids de cette responsabilité avec moi. La voix de mon père se brisa. Elle ne peut pas faire ça. Ce n'est qu'une employée. C'était elle la titulaire de la licence. Henderson déclara, sans cautionnement valable, il vous est interdit de conclure des contrats de plus de $500. Vous êtes désormais en infraction avec tous vos contrats en cours. Vous êtes insolvable. Fin de citation. Et si vous aviez gagné, il serait maintenant insolvable. Le prêteur en capital investissement se leva aussitôt. Pas de discours, pas de menaces, juste des mallettes qui se referment d'un claquement sec et des pas feutrés qui s'éloignent. Robert bondit. Attendez, on peut arranger ça. On va obtenir une autre caution. On va embaucher quelqu'un. Henderson ne bougea pas. Il déposa une deuxième pile de documents sur la table. Des impressions, pas des fax. Même si vous pouviez remplacer la caution, dit-il d'un ton plus froid. Nous avons un problème plus grave. Nous avons reçu ce matin une déclaration sous serment concernant le détournement de fonds d'un prêt fédéral. Il tapota une ligne surlignée. $50 000 à un consultant de casino à Las Vegas. $20 000 pour un véhicule personnel. Mon père se figea. Il regarda le document, puis Robert. C'est une fraude au prêt, dit Henderson. Une affaire fédérale. La banque est tenue de déposer immédiatement une déclaration d'activité suspecte. C'est à ce moment-là que la loyauté aurait dû se manifester. Le père et le fils, unis, quand le prix est tombé. Robert n'a pas hésité. Il m'a dit de le faire. Robert hurla en pointant mon père du doigt, perdant tout son sang-froid. C'était son idée. Il avait dit que c'était une dépense professionnelle. Il avait dit qu'on rembourserait avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Mon père recula comme s'il avait reçu un coup. Robert, qu'est-ce que tu racontes? Je ne vais pas aller en prison pour toi. Aboya Robert, la sueur perlant à ses tempes. Il a approuvé les virements. C'est sa société. C'est là que l'héritage, la dynastie, la loyauté père-fils se brisèrent. Pas un claquement brutal. Une dissolution silencieuse. Les conséquences furent immédiates. Henderson, et rassembla ses dossiers. Je gèle tous les comptes d'exploitation avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter dehors. Mon père s'affaissa dans son fauteuil, fixant le siège vide au bout de la table, le siège où je m'asseyais, et où je maintenais silencieusement toute la machine en marche. Mais il était vide et la gravité avait disparu. L'effondrement n'était pas une lente hémorragie. C'était une guillotine. Une fois l'obligation pourrie disparue, la banque ne se contenta pas d'annuler le nouveau prêt. Ils ont déclenché la procédure de défaut croisé sur toutes les dettes existantes. En fin de matinée, ils ont émis un avis d'exigibilité anticipée. Prêt pour l'équipement, siège social, hypothèque, ligne de crédit hypothécaire, tout était exigible immédiatement. À midi, les comptes d'exploitation étaient gelés, les salaires rejetés, les cartes carburant expirées, les fournisseurs avaient cessé les livraisons et Empire n'était plus qu'une carcasse avant le déjeuner. À 16 heures, mon téléphone a sonné. Dylan, ai-je répondu sans rien dire. J'ai entendu un homme découvrir qu'il n'était pas intouchable, sangloter, sans crier. Aurora, a-t-il murmuré, la voix étranglée. S'il te plaît, arrange ça. Appelle la compagnie de cautionnement. Rétablis la licence. Ils prennent la maison. Ils prennent tout. On est une famille. Famille, son mot préféré,
quand il avait besoin de protection. Jamais quand il avait besoin d'un successeur. Je ne peux rien faire pour toi, Dylan, ai-je dit d'un ton égal. Conflit d'intérêts. Quel conflit, a-t-il balbutié. Je ne travaille pas pour ta société, ai-je répondu. Et je dois protéger mon capital. Je me suis inscrit comme enchérisseur pour la vente aux enchères de liquidation mardi prochain. Je compte acheter tes excavatrices. J'ai entendu dire qu'il bradait tout. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro. 6 mois plus tard, je suis retourné dans le bureau d'angle. L'odeur de cigare et de prétention avait disparu. Elle sentait la peinture fraîche et le vrai travail. J'avais racheté les actifs lors de la vente aux enchères. Je n'avais pas racheté l'ancien nom, trop toxique. J'ai lancé ma propre entreprise, Fondation Construction. J'ai réembauché les contremaîtres, les chefs de projet et le personnel administratif qu'ils avaient licenciés. Ils ne sont pas revenus par loyauté. Ils sont revenus parce qu'ils savaient que la personne à la tête de l'entreprise savait lire un plan. Robert attend son procès pour fraude aux préfédéraux. Il a essayé de s'en sortir en négociant, mais les preuves étaient trop accablantes. Dylan vit dans un 2 pièces en location, à une ville où il ne touche plus sa retraite. Plus de statut, plus d'histoire, si ce n'est le fils sur lequel il a tout misé. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ramassé la plaque en plastique où il était écrit « Dylan Sterling, PDG », et je l'ai jetée à la poubelle. Puis je l'ai remplacé par mon vieux casque de chantier rayé. Je n'ai pas hérité d'un empire. J'ai laissé l'ancien brûler pour pouvoir en bâtir un qui tienne debout. Et si vous avez déjà dû tout raser pour mieux construire, partagez ceci.